Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cette session sur la croisée des chemins sur les missions de l'ONU et la responsabilité internationale. Le monde est confronté à des conflits, des problèmes, et nous allons explorer si les missions de l'ONU pour le maintien de la paix sont encore un instrument viable pour maintenir la paix et la sécurité, si ce sont encore des mesures pertinentes. Nous avons le plaisir d'accueillir le Premier ministre de la République du Kosovo, Albin Kurti, pour cette conversation très importante. Nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. Je souhaite commencer par la pertinence stratégique des Nations unies pour le maintien de la paix. Au cours des dernières décennies, les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont fait face à des mandats et des conflits de plus en plus complexes. Si les années 2000 étaient l'âge d'or des opérations de maintien de la paix, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le maintien de la paix à l'ONU est en crise. De votre point de vue, est-ce que le modèle actuel de l'ONU demeure un outil efficace pour maintenir la paix internationale, ou est-ce que vous pensez que ce modèle a atteint ses limites? Bonjour, je souhaite commencer par dire que la plus grande réussite du XXe siècle est la Déclaration universelle des droits humains, qui rassemble des notions d'égalité et d'universalité. À travers les Nations unies, nous maintenons des concepts tels que ceux de dignité humaine et la priorité en ce qui concerne les relations entre êtres humains et une vision pour la prospérité. C'est fondamental de souligner tout cela parce que les populations autour du monde pensent qu'il devrait y avoir une instance internationale qui puisse servir de point d'ancrage moral pour affronter certaines situations ou pour faire face à des difficultés. Je pense que les missions de maintien de la paix de l'ONU doivent avoir des objectifs précis, du soutien à l'échelle locale et également une ligne temporelle. On ne peut pas parler de situation intérimaire sans date butoir. Donc il faut définir ces éléments pour envisager des missions de l'ONU à l'avenir. Et ici, je souhaite différencier entre le maintien de la paix et la construction de la paix. Parce qu'une fois que la paix est rétablie, il faut la protéger. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait du personnel sur le terrain, pour qu'il y ait de la sûreté, de la sécurité pour tous et pour toutes. Mais la construction de la paix parle des institutions et de la conscience sociale. Donc c'est important d'avoir l'idée de consolidation de la paix, pas uniquement au niveau des forces militaires, mais également au niveau du fonctionnement démocratique et de sociétés où la pensée critique et les débats font partie de la vie quotidienne. Pas uniquement pour les partis politiques, mais au long et au large de la société. Les syndicats, les organisations de femmes, les ONG, parmi d'autres acteurs. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Que diriez-vous comment parleriez-vous des leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé au Kosovo? Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine avec les forces de maintien de la paix de l'ONU et d'autres. Cette expérience a façonné les débats sur la souveraineté et l'intervention extérieure. Comment est-ce que nous pouvons adapter les leçons que nous avons tirées de l'expérience du Kosovo à d'autres situations, surtout quand on parle de l'équilibre dont vous avez parlé sur le clivage entre l'intervention extérieure et la souveraineté nationale? Et comment est-ce que cela a influé sur l'état de construction d'État au sein du Kosovo?
Au départ, quand la mission de l'ONU a été déployée au Kosovo, cela a été une réussite. Il y a eu de l'aide humanitaire et un retour des réfugiés. Donc je pense que sur ces deux volets-là, l'ONU a réussi. Quand les réfugiés retournent chez eux et qu'on a besoin de soutien pour les familles, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées, les personnes blessées ou qui sont malades. En 1999, l'ONU a été couronnée de réussite au Kosovo. Mais dès lors que nous avons voulu passer à un nouveau chapitre de démocratie et de développement, la mission a été moins efficace. Je dirais que la mission de l'ONU au Kosovo a eu du succès en ce qui concerne la sécurité des êtres humains, de la survie de ces personnes, du fait de préserver un bien-être minimum. Mais quand nous nous sommes déplacés vers la démocratisation, le développement économique, la mission de l'ONU a été plus compliquée et a entravé le processus. Et ceci pourrait être lié en partie à ceux qui étaient en train de diriger la mission de l'ONU au Kosovo. Deux diplomates distingués, Sergio Vera Di Mielo et Bernard Kouchner, ont été à la tête de ces missions. Et c'est absolument nécessaire d'avoir de bons dirigeants à la tête de ces missions, où qu'elles soient. Il faut que les missions soient dirigées en prenant en compte la légitimité publique, mais l'efficacité de la vie quotidienne dans le même temps. Il faut avoir des dirigeants efficaces, mais qui sont proches des populations locales. Donc ce n'est pas assez d'avoir des responsables politiques ou des diplomates. Il faut également que ces personnes aient la sensibilité d'un sociologue ou d'anthropologue, ou des deux, je dirais plutôt. Ou alors que ces personnes soient entourées de conseillers qui aient ces caractéristiques-là. C'est très important que les personnes qui dirigent ces missions aient ces caractéristiques. Ces missions ont un périmètre très large. Et c'est pour ça que c'est important que vous compreniez les gens sur le terrain. Et je pense qu'au cours de la première année de l'opération de maintien de la paix à l'ONU a été efficace. Il y a eu certains éléments qui ont porté de l'espoir. Le fait d'enlever les dinars yougoslaves du Kosovo pour que le marque allemand soit introduit, ensuite l'euro depuis le 1er janvier 2002. Mais en ce qui concerne les processus de démocratisation, ça a été un cauchemar juridique. Et notre dossier était au siège de l'ONU à New York. Et certaines puissances non démocratiques ne voulaient pas l'indépendance du Kosovo, et ceci a également entravé le processus. Et ces puissances-là se sont immiscées dans les politiques publiques de la vie quotidienne et les décisions politiques dans notre pays. Merci beaucoup d'avoir partagé ces perspectives. Alors, je souhaite m'attarder sur le contexte actuel. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus que les opérations de maintien et de consolidation de la paix sont autorisées et déployées par plusieurs organisations régionales, sous-régionales, l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres entités régionales africaines, l'OTAN. Et donc, ça nous emmène à parler d'opérations de maintien de la paix à Gaza ou en Ukraine. Est-ce que vous pensez que l'architecture de la sécurité collective pourrait être plus décentralisée? Et si oui,
Est-ce que vous pensez que l'ONU peut demeurer une entité centrale en ce qui concerne la paix et la sécurité internationale? Ce n'est pas facile de réfléchir à ça si on prend en compte l'Assemblée générale de l'ONU et les dynamiques, ainsi que le Conseil de sécurité qui est très limité. Il n'y a que 5 membres et nous savons que 2 de ces États ne sont pas démocratiques. Pour une mission de maintien ou de consolidation de la paix, il faut qu'il y ait des valeurs partagées et pas uniquement des intérêts en commun. Et c'est pour ça que je pense que les problèmes doivent être résolus en amont. Ces questions ne peuvent pas être laissées pour plus tard. Ou alors, il faut limiter les opérations aux phases humanitaires et au retour des réfugiés. Dans mon pays, la force de l'OTAN avait plus de 50 000 soldats sur le terrain. Aujourd'hui, il y en a moins de 4 000. La présence militaire était en déclin et le PIB était en hausse. Si vous comparez le PIB par habitant au Kosovo avec les chiffres de 2000, le PIB est 6 fois plus élevé et 3 fois plus élevé qu'en 2008, lorsque nous avons déclaré notre indépendance. Donc la libération et l'indépendance doivent avoir un volet macroéconomique pour le pays. Et tous ces progrès doivent être ressentis par les familles et la société à part entière. Je ne vois pas comment ces problèmes peuvent être traités facilement par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas essayer. Merci beaucoup pour cette note d'optimisme. Diriez-vous que l'avantage comparatif de l'ONU, prenant en compte la fragmentation du Conseil de sécurité, pourrait se reposer sur la légitimité politique ou sur un cadre normatif plutôt que sur un déploiement opérationnel? Oui, je dirais que le volet normatif est très important. Et c'est uniquement à travers le multilatéralisme, le dialogue et les négociations et les accords que nous pouvons y parvenir. Mais je pense que si ce n'est pas possible d'y parvenir de cette manière, il faut chercher des alternatives. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut d'abord essayer la voie du dialogue et ne pas dire que ça ne va pas fonctionner. D'abord, il faut essayer, même si il y a des échecs, avant de chercher un plan B. Je pense que l'Union européenne peut venir en aide. Lorsque les missions de l'ONU au Kosovo travailler sur plusieurs projets économiques, culturels, au niveau de l'infrastructure ou de la construction d'institutions. Lorsque l'Union européenne était là, la population avait plus d'espoir. Mais en même temps, je dirais qu'il y avait plus de probabilités de succès en même temps. Parce que, de notre point de vue, l'Union européenne est l'acteur, le projet politique le plus important et le plus réussi en ce qui concerne la paix et la prospérité, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc le multilatéralisme au sein de l'UE est un modèle, je pense, pour les Nations unies. Pour rebondir sur ça, comment voyez-vous le rôle de démocratie émergente de pays de plus petite échelle tels que le Kosovo pour pouvoir faire avancer la paix internationale et la sécurité, la réforme de l'ONU, Je sais que beaucoup de ces États ne font partie du Conseil de sécurité de l'ONU, comme vous l'avez dit. Comment voyez-vous le rôle d'un pays tel que le Kosovo, ainsi que celui d'autres États membres
au sein de l'Union européenne, ceux qui sont au milieu, on va dire. Comment pensez-vous que ces États peuvent avoir un rôle? Le Kosovo est un succès sur deux volets. D'un côté, l'intervention de l'OTAN pour arrêter le génocide serbe en 1999 et également a eu beaucoup de succès en ce qui concerne la construction d'une démocratie. Beaucoup de grandes puissances veulent montrer que le développement ne nécessite pas de démocratie. Mais en fait, ceux qui pensent que le développement ne nécessite pas de processus démocratique, je pense qu'ils ne croient pas aux droits humains, en fait, ni à l'état de droit, où le droit est censé unir la société et ne pas créer de clivage entre ceux qui sont intouchables et ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je pense donc que c'est très important d'utiliser l'exemple du Kosovo comme un exemple positif de ce succès à deux volets. Mais les espaces comme le Forum de Paris pour la paix, d'autres conférences et sommets où il n'y a pas uniquement les grandes puissances, les 3, les 5, les 7 les plus puissants, mais des espaces où tout le monde est inclus pour débattre sur des problèmes et des souffrances du passé, mais également des rêves pour l'avenir. Je pense que c'est la bonne voie à suivre. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. On va peut-être prendre des questions de l'auditoire s'il y en a. Oui, je vous en prie. Je pense que nous avons besoin d'un micro. Merci beaucoup d'être ici parmi nous aujourd'hui. Je me demandais comment voyez-vous l'adhésion du Kosovo au sein de l'UE alors que certains pays membres de l'UE ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. La dame derrière, s'il vous plaît. I'm sorry? Should I ask? No, go ahead and ask your question. Yeah. Përshëndetje zoti kryeministër, faleminderit për të gjitha. I do have a question. How do you see Kosovo Comment voyez-vous place in regional cooperation? Comment pensez-vous que le Kosovo peut trouver sa place dans un contexte où il y a beaucoup d'instabilité et comment est-ce que le Kosovo peut trouver sa place en prenant en compte l'OTAN et l'ONU? Merci beaucoup pour ces deux questions. Tout d'abord, oui, 5 pays membres de l'UE ne reconnaissent pas le Kosovo. Un des pays ne fait pas partie de l'OTAN, donc de 32 membres de l'OTAN, 28 nous reconnaissent. Hier, nous avons été reconnus par la Syrie et cette année, le Kenya et le Soudan nous ont reconnus. Donc 120 pays autour du monde reconnaissent l'indépendance du Kosovo. Nous travaillons de manière bilatérale avec les 5 États membres de l'UE qui ne nous reconnaissent pas. Il y a certains éléments de progrès. L'Espagne a reconnu l'existence de notre passeport. Nous avons également fait des progrès avec la Grèce, mais ces États ne reconnaissent pas encore notre indépendance. Nous avons besoin que ceux qui nous reconnaissent nous aident à convaincre ceux qui ne nous reconnaissent pas encore. Et en dépit du fait que certains États ne nous reconnaissent pas, je pense que ceux qui ne nous reconnaissent pas sont pour une intégration du Kosovo. Nous avons des accords, nous faisons partie du processus de Berlin et nous participons dans des plans de l'UE pour le développement. Et je pense que l'ère Juncker, le commissaire européen, je pense que cette période-là est terminée parce que maintenant l'Union européenne a décidé que les Balkans occidentaux allaient être inclus dans l'Union européenne plus tôt plutôt que plus tard. Nous sommes une enclave au sein de l'Union européenne. Nous sommes entourés de l'Union européenne et les Balkans occidentaux font partie de l'UE. Et l'Union européenne devrait nous inclure. Ce n'est pas juste que je suis optimiste, mais je suis vraiment optimiste quant à l'avenir. Je pense que l'Union européenne deviendra plus forte de par les crises qu'elle traverse. Sur les 6 pays des Balkans occidentaux, 3 d'entre eux font partie de l'OTAN, 3 n'en font pas partie. Le Kosovo ne fait pas partie de l'OTAN, mais l'OTAN est présente au Kosovo. Et nous voulons également rejoindre l'OTAN le plus vite possible.
Donc nous sommes en train d'augmenter nos capacités de nos troupes militaires. Nous avons doublé le nombre de soldats que nous avons au cours des dernières années. Et nous renforçons nos capacités de défense. Nous voulons rejoindre l'OTAN, pas uniquement pour percevoir des bénéfices, mais également pour y contribuer. Nous avons participé dans des initiatives de l'OTAN avec 940 officiers et soldats. Et la division de l'infanterie 28 des forces armées américaines était en train de commander des opérations depuis le Kosovo. Nous sommes un pays d'accueil, pas uniquement un pays qui participe de manière active dans ces initiatives. Nous progressons donc dans ce sens et nous allouons plus de 2% de notre budget pour la défense. Nous savons que ce n'est pas assez, mais nous faisons des progrès et plus vite que certains États membres de l'OTAN, je dirais. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je pense que malheureusement, nous n'avons plus de temps. Peut-être que s'il y a des membres de l'auditoire qui ont encore des questions, ils peuvent venir vous poser des questions. Vous avez été très généreux avec votre temps et nous sommes ravis d'avoir pu entendre vos perspectives aujourd'hui, ainsi que d'entendre parler du progrès de votre pays au cours des dernières années. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et si vous avez quelque chose à dire, on est en train de nous dire que nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. C'est un plaisir, un honneur. Pour ceux et celles qui participeront en politique, je vous dirais que la politique est une école pour la vie. On apprend beaucoup sur les gens. Mais il ne faut pas apprendre au détriment d'avoir il faut également avoir des idées, pas uniquement apprendre. Il faut faire les deux. Donc, si vous avez des idées et que vous pensez que vous ne devez pas apprendre, ce n'est pas l'idée non plus. Il faut apprendre et avoir des idées, vous engager pour la population de votre pays. Merci beaucoup. Merci.